Tu commences ou je commence? On va tous les deux. Non, on peut y aller tous les deux. Je pense qu'on va pas. Enfin, on va essayer de faire un exercice qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est-à-dire compléter les phrases l'un de l'autre. Je m'appelle Alexandre. Je travaille chez Autodesk en tant qu'expert technique sur la partie collaboration. Je passe beaucoup de mon temps sur la partie BIM 360. Et voici Daniel, je te laisse te présenter. Je suis Daniel Urtubis, je suis chez DataShape et vous me connaissez sûrement aussi sous la casquette de Renzo Piano. Donc je suis aussi la personne qui appelle Alexandre dès que ça ne fonctionne pas. Donc assez souvent. Je vais passer les slides. Je vais passer les slides. Service gratuit d'Autodesk. Donc tu me dis. Hein. Oui, c'est parti. Je commence par une petite timeline, c'est super français ça, de la collaboration. Alors on parle de collaboration dynamique parce que c'est pas tout à fait la même chose que la collaboration statique. Alors au tout départ on avait... Alors qui a connu... Ah, il y a Thierry ici, il y en a 2 ou 3 qui n'osent pas. Soyons bien honnêtes. Évidemment, les premiers balbutiements de la coordination, c'était plutôt sommaire. Est arrivée une époque, alors... Autour de 2005, on a commencé à utiliser une plateforme qui s'appelle Riverbed, ou Riverbed pour les Américains, qui est en fait une plateforme d'accélération matérielle. Donc, c'est une boîte, tout simplement, qu'on achetait, qui avait la capacité d'encapsuler les trucs et de les retourner plus rapidement. Bon, évidemment, c'était quand même il y a un certain temps. Est arrivé chez nos amis Autodesk une plateforme qui est, alors je le dis parce que ça arrive pas souvent, toujours gratuite. Et blanc. Je sais pas pourquoi ils m'appellent toujours pour faire des trucs, mais... qui s'appelle Revit Server. Donc, qui évidemment avait des avantages merveilleux vis-à-vis de la plateforme précédente, encore plus sur les disquettes. Et ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, donc on est passé en 2016, on a vu l'apparition. Alors là, je suis assez curieux. Combien de personnes dans la salle connaissent BIM 360? OK, bonne journée. Vous êtes venu pourquoi, en fait? Alors, 2016, première version, on avait, donc pour collaborer de façon dynamique sur les fichiers, une technologie qui s'appelait C4R. Collaboration pour Revit. Et la grande nouveauté, c'est ce qu'on appelle le Desktop Connector. C'est-à-dire que, tout simplement, pour résumer, on avait à un moment donné une plateforme, donc Revit Server, qui nous permettait de travailler sur des fichiers Revit en même temps. Ça, c'est fantastique. La réalité, c'est que forcément, on n'est pas toujours qu'en Revit. On a toujours droit à ces fantastiques fichiers DWG. Et le problème, c'est que quand je liais mon fichier DWG, les deux parties n'avaient pas forcément accès. Ils n'avaient pas le même chemin. Donc, est arrivée cette solution-là qui a effectivement changé beaucoup de choses. Donc, ça nous permet de lier d'autres types de fichiers dans nos maquettes et que tout le monde y ait accès. Et juste parce qu'on comprenait bien, ils ont tout changé les noms. Il n'y a jamais personne du marketing quand je parle de ça. Hein? Si, Caroline, elle est au fond de la salle. Ah, Caroline! Mais elle n'était pas là, en fait. C'est pas de sa faute. Pour la petite histoire, on a beaucoup appris, en fait. Ce que vous voyez, c'est peut-être un changement de nom, mais on a beaucoup appris de ces changements de produits, en fait, pour pouvoir s'appuyer sur les mêmes technologies et proposer quelque chose, on l'espère, d'un tout petit peu mieux. Donc voilà le discours marketing, si tu veux. Alexandre est bien meilleur que moi. Et donc, aujourd'hui, on en est là. On est sur un truc qui s'appelle BIM 360 Design. On est aussi sur une techno qui s'appelle Docs. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent 360 Design? Pourquoi personne ose lever la main? C'est quoi les demi-mains? Genre, faut pas avoir honte, de toute façon, au prix où ça coûte. Soyez fiers, utilisez-le. J'ai le droit de dire ça, hein? OK. On a le droit d'avoir des avis. Et je pouvais pas rester sur ce qui va se passer pour le futur. Et je pense que tout le monde a un peu entendu parler de Forge. Alex va parler un peu de l'assise de Forge autour de toutes ces plateformes-là. La prochaine étape, à mon humble avis, parce que j'ai un avis, et j'y ai droit, c'est Forge. Donc, on va voir encore une fois ces technos-là se transformer. Tout ça sur la base d'une plateforme qui est très, très cloud. Tout à fait, merci Daniel. Donc ça va être plutôt ma partie en fait. Donc je vais dérouler les superbes animations que je vous ai préparées ici. L'idée,
je le dis souvent, en fait, ce qu'on essaye de construire chez Autodesk, c'est une plateforme globale de gestion projet, en fait, qui s'appelle BIM 360. Et ce que vous voyez ici, c'est sur la partie gauche, en fait, de la diapositive. C'est les outils classiques que vous pouvez peut-être sans doute connaître, les Revit, les AutoCAD, les Navisworks, par exemple, qui vont aller se connecter donc à une plateforme BIM 360 Docs, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, en fait, qui est une plateforme cloud. Donc, c'est là où on va positionner les différentes données. Pour quoi faire, en fait, pour pouvoir les analyser. Donc, typiquement, comparer des versions, on vous en parlera, on vous en touchera 2 mots tout à l'heure, sur ce genre d'analyse, en fait, de la donnée. Et également proposer aux gens qui font du design, ou par exemple de la pré-synthèse, ou par exemple du chantier, des solutions un peu plus verticales, en fait. Donc, comme BIM 360 Design, pour pouvoir travailler sur le même modèle central dans le cloud, ou de la pré-synthèse avec glue, ou du chantier, par exemple de la gestion sur chantier, de commissioning, etc., de mise en service avec BIM 360 Build. Et toutes ces solutions-là verticales, en fait, vont à utiliser sur le terrain, vont utiliser le réceptacle qui est BIM 360 Docs que vous voyez en fait en bas. Donc c'est la couche bleue ici. Et la plateforme Forge, c'est tout simplement la plateforme que nous, on utilise pour développer les solutions, mais également qui est à votre disposition en fait, pour éventuellement personnaliser ou alors connecter ça avec d'autres systèmes type ERP, SharePoint et compagnie. Donc voilà un petit peu la vision globale. C'est souvent on met cette slide-là en avant en fait. Allez. Donc, qu'est-ce que je voulais... Il s'embête. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? On a choisi le cloud parce que c'était accessible, parce que c'était mobile, parce que ça rend le i du BIM en fait accessible à tout le monde, plutôt que d'avoir forcément installé un Revit, un Navisworks. Donc directement dans un navigateur internet ou sur les applications mobiles. Et le gros avantage également du cloud, en fait, c'est la vitesse d'évolution, comme je vous le disais. C'est-à-dire que à peu près tous les mois, tous les 2 mois, on apporte de nouvelles fonctionnalités. L'idée, c'était de vous donner... Alors, je vais bien évidemment pas toutes les détailler parce que ça aurait aucun intérêt. Mais c'était de vous montrer, en fait, au fur et à mesure, dès qu'on a mis la solution sur le marché, les quelques évolutions majeures, si vous voulez, donc sur la partie docs, le réceptacle, les designs, la partie conception, qui sont arrivés au fur et à mesure des années. Donc, outre les langues, l'application Android, les serveurs Europe, chose qui était très, très demandée, ça, c'est des choses en fait qui sont arrivées, donc ici un petit peu avant 2018. Daniel parlait d'Autodesk Desktop Connector, là, ce qu'on utilisait pour lier son format de fichier préféré, le DWG. Il aime beaucoup le PDF aussi, donc ça c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, tout un ensemble de fonctionnalités qui au fur et à mesure des années vont arriver. Donc on a ici un historique, juste pour vous dire que ça va très très vite. Même nous en interne on trouve que ça va vite. C'est pour vous dire. Donc voilà. Je veux juste rajouter un truc sur ce qu'Alexandre... Je pense que c'est important de voir l'évolution. Parce que bon, je fais toujours des blagues sur les coûts. Et quand on voit un truc comme ça, je pense que c'est un peu plus facile de justifier pourquoi on paye. L'autre avantage des plateformes cloud aussi, eu égard de la relation que vous avez avec vos systèmes informatiques, c'est qu'en fait, les mises à jour, elles se font toutes seules. On n'a pas besoin d'installer, tout le monde qui utilise Revit, vous le savez, il y a une nouvelle version, il y a une mise à jour de Revit, il faut passer par l'informatique, il faut attendre qu'ils veulent bien déployer tout ça. Alors que là, c'est pas le cas. Comme tout est sur le cloud, de temps à autre, on a le droit à un mail qui dit « il y aura une maintenance ». D'habitude, pour nous, on est assez chanceux dimanche à 3h du mat. Alors, il n'y a que toi que ça influence, machin, parce que toi, tu bosses. Mais sinon, ça se fait de façon assez transparente. Et je pense que c'est le genre de slide, si vous avez encore une fois des... c'est public ce truc-là, on n'a rien à cacher, nous. Ah, ça me rassure. Bon, on va peut-être enlever les photos, mais ça... Et je pense que c'est le genre d'information qui, effectivement, si vous avez des discussions avec l'administration, je pense que c'est le genre de truc qui peut aider à justifier les coûts de migration vers BIM 360. Bon, on parle de collaboration, forcément. Alors, il y a, contrairement à ce que les gens croient, il y a 3 scénarios possibles de collaboration sur BIM 360. C'est-à-dire qu'il y a 3 façons de se partager les fichiers entre les différentes équipes. Donc, la première, mon cher Alexandre, c'est le work in progress publié. La première, en fait, c'est ce qu'on appelle ici work in progress, ou tout simplement, en fait, le travail, les fichiers travail en cours, en fait, de chacune des équipes.
qu'on va pouvoir partager grâce à ce système-là. En fait, chacun travaille dans son espace cloisonné et éventuellement, on est en lecture seule sur l'espace de l'autre et on va pouvoir liaisonner sa maquette qu'il aura décidé de publier à un certain moment à la sienne pour pouvoir continuer à faire de la conception en fonction de ce que nous donnent les autres corps d'état finalement. Donc l'idée, donc ça c'est le scénario, enfin le plus simple. Mais c'est déjà une étape, enfin une marche de plus que Revit Server typiquement, où on travaillait tous dans le même dossier. Là ici on est chacun dans son espace en fait, et on va pouvoir être en lecture seule sur l'espace de l'autre. C'est vrai, t'as raison. Non, enfin, je sais pas. Hein. T'attendais que j'approuve? Oui. Ok, c'est fait. Merci. C'est ma bénédiction. Le deuxième scénario, c'est un scénario où on utilise un espace qui s'appelle Shared, donc un espace partagé. Donc au lieu de lier les maquettes du répertoire qu'on vient de voir, ce qu'on a appelé le Work in Progress, on va lier dans un répertoire qui est partagé. Où là, en fait, il y a une étape supplémentaire. On devra prendre ces maquettes-là, donc les maquettes et Work in Progress, et les déplacer là, tout simplement. Ce qui fait qu'on a un peu plus de contrôle sur la version que j'utilise. C'est-à-dire que la version, le processus de collaboration précédent, dès que quelqu'un met à jour la maquette, moi, quand je la lis, j'ai la nouvelle version. Là, on va à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'on va se donner la chance, ou la possibilité, c'est peut-être plus intelligent que la chance, de contrôler un peu plus sur quelle version de maquette je serai connecté. Donc ça, c'est le scénario numéro 2. C'est exactement ça, en fait. Par rapport même à ces 4 R qui citaient tout à l'heure, on nous a demandé plus de contrôle. En tout cas, la possibilité d'ajouter plus de contrôle. Plus de contrôle interne. Donc typiquement, là, je vais aller copier, le système va copier ma maquette de mon espace de travail vers celui qu'il appelle shared, en fait, l'espace de partage, qui est un peu du terrain neutre. Hein. On est un peu en Suisse ici. Hein. On est d'accord, hein. C'est l'idée. Donc l'idée, c'est que je vais aller liaisonner, j'aurais pu choisir un autre exemple, liaisonner en fait directement mon modèle structure à mon modèle archi à partir de l'espace terrain neutre. Et il y a le troisième. Et il y a le troisième scénario. Est-ce que j'ose dire, lui, c'est l'usine à gaz? Non, non. En fait, c'est le troisième scénario, c'est celui qui nous introduit un système d'approbation. Donc, il y a quelqu'un, à quelque part dans le système, qui va dire, oui, OK, c'est bon, cette maquette-là, partage-la. Et ça ressemble concrètement à ça. Donc là, en fait, donc on va toujours avoir cet espace tampon qui est l'espace de partage, l'espace shared. Mais en plus de ça, une fois que dans les équipes internes, on aura dit OK, c'est bon pour le partager, l'autre équipe aura également la possibilité en fait de prendre la décision. D'accord, j'accepte ce que tu m'as envoyé et j'en accuse. Donc c'est sur les conseils de Jean-Paul d'ailleurs, on a ajouté cette notion d'accusé de réception. En fait, c'est pas une validation parce que chaque corps d'État n'a pas forcément vocation à valider le travail de l'autre. On est bien d'accord. Elle était là la remarque de Jean-Paul au Prug il y a quelques mois. Donc l'idée, c'est aussi de discuter entre nous et de faire avancer le schmilblick comme on dit. L'idée, c'est bien évidemment de liaisonner à sa propre maquette quelque chose qui a été non seulement approuvé par l'autre corps d'État intérieurement, mais aussi validé, entre guillemets, approuvé, si vous voulez, par l'architecte. Donc voilà, 3 scénarios possibles de collaboration. On voulait parler un peu de mise en place du projet sans être très exhaustif. On voulait surtout avoir des trucs un peu... Je peux te poser une question juste avant? Lequel tu utilises, toi? Ça dépend du scénario, en fait. Voilà. Alors, en concept, donc quand on est en conception, au tout début de la conception, on est beaucoup sur le premier scénario. C'est beaucoup plus réactif. Quand on s'approche des phases chantier, là, on saute assez régulièrement le deuxième scénario. Donc, on passe au troisième scénario où il y a cette accusé-réception-là, où on arrive en phase chantier. Où là, on a un contrôle, pas total, mais on a un super bon contrôle sur ce qui se passe, donc sur exactement quelle version de maquette je suis en train d'utiliser pour le chantier. Donc, oui, ça arrive qu'on saute le scénario numéro 2. Il nous reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Oh, purée. Tu me demandes de faire des blagues. Après, il ne faut pas que je prenne plus de temps. C'est dur, ça. OK, alors, je vous parle de la structure de dossier. Alors, il y a le prochain slide. Non, on voulait parler de la structure de dossier parce qu'en fait, on a un peu l'impression, à tort, que parce que je collabore sur une plateforme web, je ne fais qu'utiliser mes fichiers Revit. Alors, je vous montre une arborescence que personnellement, on utilise sur certains projets. Donc, des trucs de base, on a forcément des fichiers Revit, on a des documents, on a des éléments de synthèse. Et donc, concrètement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que chaque équipe
a son dossier. Donc, on parlait des cloisonnements tout à l'heure. En plus des fichiers Revit, ben, il y a les documents. J'ai entendu parler de GED plein de fois. Vous payez déjà pour une solution qui fait de la GED aussi. Je ne vois pas pourquoi j'en prendrais une en plus pour info. Et ça fonctionne très bien. Comme il faut accélérer. Et pour rassurer tout le monde, on a aussi un contrôle sur les droits d'accès. Donc, on en a parlé tout à l'heure sous différentes formes. Donc, soit par usager, soit par rôle, soit par compagnie. Mais on a un accès aux droits, on a un contrôle sur les droits d'accès. Ça veut dire les gens peuvent voir, ne pas voir, contrôler, donc virer les trucs. Et ça, c'est à peu près aussi sécure que vous le faites sur... Ben, je ne sais pas pourquoi je dis à peu près, en fait, c'est exactement aussi sécure que tous les autres jets que vous avez utilisés jusqu'à maintenant. Comme on est un peu pressé par le temps, parce qu'on dit plein de blagues, je termine... Elle dit oui, en plus. Je termine avec quelques petits trucs qui sont un peu spécifiques à DataShape. C'est-à-dire qu'on a mis en place des marqueurs, Ça, c'est un truc qu'on appelle le Quick Model Data Overview. C'est-à-dire qu'à tous les fois où quelqu'un ouvre et synchronise la maquette, on a ces informations-là qui se mettent à jour. Ça veut dire qu'on a une espèce de... En anglais, on dit QA/QC, contrôle qualité, qui se fait visuellement. Parce que j'ai plein de discussions avec les gens qui ont dit « mais je savais pas que ma maquette serait très grosse, je savais pas que j'avais beaucoup de... » Ben là, tu peux pas me dire que tu savais pas, tu l'as vu. Bon, je pense que tout le monde connaît DataShape pour le package DataShape si vous faites un peu de Dynamo. Évidemment, il fallait qu'on exploite ça. On a aussi créé un script qui permet de publier, parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas le temps. Mais du coup, ça nous permet de contrôler la publication. Et Alexandre? Et l'optimisation. Donc là, vous avez compris, les deux premiers points, ça concerne surtout Dynamo, hein, mais liaisonné avec BIM 360. Et la dernière chose, c'était l'analyse du I du BIM. Il est là, notre ADN, en fait. Notre ADN, il est plutôt autour du BIM. Et typiquement, là, on vous a mis une image de comparaison de versions de modèles. C'est-à-dire qu'on a deux versions sur la plateforme, typiquement dans Docs ou dans Design, et on va pouvoir comparer ce qui a été supprimé, ajouté ou modifié par rapport à la dernière version, et faire ce type d'analyse. Clairement, c'est la direction qu'on va prendre chez Autodesk, c'est-à-dire cette analyse de la donnée BIM. Que ce soit sur la plateforme, dans le viewer, etc. Merci. Merci.